Ardennes, forêt dense, village silencieux, route déserte et tombe cachée. Ici, pendant plus de 20 ans, un couple a chassé. Oui, chassé, pas des animaux, des vierges. Lui s'appelait Michel Fourniret, elle, Monique Olivier. Ensemble, ils formaient le couple de tueurs en série le plus terrifiant de l'histoire criminelle française. Il les violait, il les étranglait, elle les préparait. 7 morts confirmées, peut-être plus. La plus jeune victime avait 12 ans, la plus âgée 21 ans. Et tout a commencé par une lettre d'amour écrite depuis une cellule. Abonnez-vous dès maintenant, aimez la page, car ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est la vérité la plus sombre qui ait jamais émergé d'Europe. Tout commence à Sedan, dans les Ardennes, au nord de la France. Nous sommes en 1942. En pleine occupation nazie, un enfant naît, Michel Fourniret. Personne ne sait encore que ce bébé deviendra l'un des prédateurs sexuels les plus sadiques du XXe siècle. Il grandit dans une famille modeste. Son père est ouvrier, sa mère, femme au foyer. Fourniret est timide, taciturne, élève médiocre. Mais dès son plus jeune âge, une obsession le consume, la virginité, pas la sienne, celle des femmes. À 24 ans, en 1966, il commet ses premiers attouchements sur une mineure. Il est ouvrier dans une usine. Il est marié. Il a un enfant. Lorsqu'il est arrêté, sa femme le quitte immédiatement. Fourniret déménage dans la région parisienne. Il se remarie en 1969. Il aura 3 autres enfants. Mais son obsession ne disparaît pas. Au contraire, elle devient systématique, méthodique, insatiable. En 1984, à l'âge de 42 ans, Fourniret est à nouveau arrêté, cette fois-ci, non pas pour un seul, mais pour 15 agressions sexuelles commises entre 1977 et 1984. Toutes suivent le même schéma. Fourniret aborde des jeunes filles dans la rue. Il les menace avec un flacon d'acide, qui ne contient en réalité que de l'eau. Parfois, il les intimide avec un pistolet. Il les force à monter dans sa voiture, il les emmène sur des routes désertes. Et là, il les agresse. Mais quelque chose attire fortement l'attention des enquêteurs. Fourniret envoie un tableau à la juge d'instruction. Un tableau effrayant. Il y détaille chacune de ses 15 victimes, avec les dates, les lieux, les noms, les méthodes de coercition. Flacon ou pistolet. Et quelque chose d'encore plus troublant. Fourniret note si la victime était vierge ou non. Systématiquement. Il joint ensuite un texte explicatif dans lequel il parle de sa quête de l'Immaculée. Il écrit « J'ai toujours rêvé de rencontrer l'Immaculée. Sa première femme n'était pas vierge, cela l'a traumatisé. » Il écrit « 21 ans de mariage, effondrement des illusions. » Pour Fourniret, la virginité est une religion, et quand l'une de ses victimes lui dit qu'elle n'est pas vierge, qu'elle est mariée ou enceinte, Fourniret s'arrête. Il la laisse partir. Elle ne l'intéresse pas. Une pure obsession. Lors du procès de 1987, Fourniret est condamné à 7 ans de prison, mais en raison d'une atténuation des charges, le délit principal est requalifié. Il ne sera pas jugé pour viol, mais pour attentat à la pudeur. Daena, l'une de ses victimes, a 14 ans lorsque Fourniret il l'enlève à Épernon en 1982. Elle témoigne au procès de 1987. Fourniret est condamné, mais comme il a déjà purgé 3 ans et demi de détention provisoire, il est libéré en octobre 1987. Daena se souvient. Nous savions qu'il recommencerait, et elle avait raison. Pendant son incarcération à Fleury-Mérogis, entre 1984 et 1987, Fourniret fait la connaissance d'un braqueur nommé Jean-Pierre Elgualch. Elgualch devient son protecteur au sein de la prison. Grâce à lui, les autres détenus laissent tranquille le violeur de fillettes. Mais Fourniret ne perd pas de temps. En 1986, il publie une annonce dans un hebdomadaire catholique.
Prisonnier souhaite correspondre avec une personne de tout âge pour oublier la solitude. Une femme répond. Elle s'appelle Monique Olivier, elle a 38 ans, elle est divorcée, elle est mère de 2 enfants. Elle travaille comme aide-soignante dans le sud de la France. Dès la première lettre, Fourniret tombe amoureux. Il l'appelle Natouchka. Elle l'appelle mon cher Khan. Dans ses lettres, Fourniret écrit « Natouchka, ma bien-aimée, je voudrais te dire merci, ton petit canard préféré, bien à toi et à toi seul. » Monique répond « Le petit oiseau est très heureux et ne voudrait pas perdre sa bête sauvage maintenant qu'il la connaît mieux. Oui, je te le redis, tu es quelqu'un de bien, de très bien même. Je t'adore, mon cher Khan. » Monique rend régulièrement visite à Fourniret en prison, et c'est alors, avant de partir, que Fourniret lui écrit quelque chose qui va tout changer. Si l'intention d'une défloration revient de temps en temps, ma fleur, je t'en parlerai librement. Je n'entreprendrai rien sans t'en parler. Monique répond, « Mon cher Khan, tu sais que j'exécuterai tes ordres avec plaisir. C'est un pacte criminel. » Fourniret promet à Monique qu'il tuera 3 hommes, les 2 ex-maris de Monique, l'homme qui lui a pris sa virginité. En échange, Monique s'engage à l'aider dans sa recherche de vierge. Les psychiatres le confirmeront des années plus tard. Fourniret est devenu un tueur en série par correspondance. Avant de sortir de prison, avant de toucher physiquement Monique, avant de tuer qui que ce soit, il était déjà en train de construire son avenir de prédateur, et Monique a accepté d'être sa complice. Le 22 octobre 1997, Michel Fourniret sort de Fleury-Mérogis. Monique Olivier l'attend à la porte. Ils s'installent ensemble à Saint-Cyr-les-Colons, dans le département de l'Yonne, où Fourniret vient d'hériter d'une maison. 6 semaines plus tard, à seulement 15 kilomètres de là, une adolescente disparaît. Elle s'appelle Isabelle Laville. Elle a 17 ans. Nous sommes le 11 décembre 1987. Isabelle quitte son lycée à Auxerre pour rentrer chez elle. Elle n'arrivera jamais. Ses parents alertent immédiatement la police. Isabelle avait acheté des cadeaux de Noël. Elle était toute excitée parce que sa sœur venait lui rendre visite. Elle n'est pas une fugueuse. Les gendarmes lancent les recherches. Ils interrogent les professeurs, les camarades de classe. Ils patrouillent dans les rues. Ils publient sa photo dans la presse locale. Mais rien. Le 14 janvier 1988, dans leur rapport, les gendarmes écrivent « Une fuite semble peu probable. Les vérifications effectuées à ce jour n'ont pas permis de corroborer les hypothèses envisagées. Enlèvement, crime à caractère sexuel, suicide. » La disparition d'Isabelle Laville reste inexpliquée. Une semaine plus tard, le 21 janvier 1988, le parquet d'Auxerre classe l'affaire, sans ouvrir d'enquête officielle, sans motiver sa décision. Affaire classée. Comme si la justice se désintéressait totalement de la vie d'une adolescente. Ce que personne ne sait, c'est qu'Isabelle Laville est morte, et que ses meurtriers sont Michel Fourniret et Monique Olivier. C'est Monique qui a abordé Isabelle à la sortie du collège. Elle lui a dit qu'elle était perdue. Elle lui a demandé de l'aide. Isabelle, confiante, est montée dans la voiture. Quelques mètres plus loin, Monique s'est arrêtée. Fourniret, déguisé en autostoppeur, est monté dans le véhicule. Le piège s'est refermé. Ils ont emmené Isabelle à la maison de Saint-Cyr-les-Colons. Là, Fourniret et Monique ont mis en scène quelque chose de monstrueux. La reconstitution de la défloration de Monique, 20 ans auparavant. Car Isabelle avait été choisie pour sa ressemblance physique avec Monique dans sa jeunesse. Fourniret l'a violée. Puis, il l'a étranglée. Et ensemble, ils ont enterré son corps dans un ancien puits près d'un transformateur électrique dans le village de Bussienne-Haute. Personne n'a recherché Fourniret. Personne n'a fait le lien et le couple a continué.
Mais comment Fourniret a-t-il financé ces crimes? C'est là qu'intervient Jean-Pierre Elgwalch, son ancien protecteur en prison. Elgwalch était un braqueur. Et il avait un secret. Il savait où était enterré un trésor en or, le butin du célèbre gang des perruques qui braquait des banques dans les années 80. 50e guilot d'or, caché dans un cimetière de la région parisienne. Elgwalch, confiant, proposa un marché à Fourniret. « Aide-moi à le déterrer avec ma femme Farida. En échange, je te donnerai 500 000 francs. » Fourniret accepta. Une nuit, Fourniret et Farida amiches déterrèrent le trésor dans le petit cimetière de Fontenay en Parisis, dans le Val d'Oise. Ils le cachèrent dans l'appartement de Farida, dans le Val-de-Marne. 15 jours plus tard, Fourniret donna rendez-vous à Farida. Il l'assassina. Il récupéra tout l'or, et avec cet argent, il acheta un château. Le château de Sautou, à Donchéry, dans les Ardennes. Une propriété isolée de 13 hectares, parfaite pour cacher des corps. Pendant ce temps, Monique tomba enceinte. En 1949, Sélim, son 3e enfant et le 5e de Fourniret, naquit. Et cette même année, ils ont de nouveau chassé. 20 décembre 1949. Jeanne-Marie Desrameaux, 20 ans, disparaît à la gare de Charleville-Mézières. Fourniret et Monique l'ont kidnappée. Ils l'ont emmenée au château de Sautou. Là, ils l'ont enfermée. Ils la torturent pendant des heures. Puis Fourniret la viole et l'étrangle. Ils enterrent son corps dans l'allée du château, à près de 3 mètres de profondeur. Ils lui couvrent la tête d'un sac en plastique. Ils lui collent du ruban adhésif sur le nez et la bouche. Jeanne-Marie meurt asphyxiée. 4 jours plus tard, le 24 décembre 1989, le couple a de nouveau frappé. Cette fois-ci à Namur, en Belgique. La victime, Élisabeth Brichet, 12 ans, la plus jeune de toutes. Élisabeth Brichet sortait de l'école lorsque Monique Olivier l'a abordée. Monique était en voiture. Elle avait son bébé, Sélim, sur le siège arrière. Elle a dit à Élisabeth qu'elle était perdue. La fillette, rassurée de voir une mère avec son bébé, est montée dans le véhicule. Fourniret était caché. Quand Élisabeth est montée, le piège s'est refermé. Ils l'ont emmenée chez eux, à Floing, près du château. Là, ils l'ont enfermée dans une chambre. Élisabeth a supplié toute la nuit. Elle a crié « Madame, Madame, aidez-moi, s'il vous plaît ». Monique était dans la pièce voisine, avec son bébé. Elle ne fit rien. Le lendemain matin, Monique lava Élisabeth. La jeune fille avait ses règles. Monique la nettoya comme si elle était un objet. Puis elle l'habilla avec des vêtements propres. Elle la couvrit d'un drap. Elle descendit les escaliers et dit à Fourniret « Elle est prête ». Fourniret monta. Il viola Élisabeth. Puis il l'étrangla. Son petit corps fut enterré derrière le pavillon de chasse du château de Sautou, à près de 3 mètres de profondeur. Pendant 15 ans, personne ne sut où elle se trouvait. Le couple ne s'arrêta pas là. Au cours des années suivantes, Fourniret et Monique continuèrent à chasser. Installés désormais à Floing, dans les Ardennes, ils menaient une vie apparemment normale. Fourniret faisait des petits boulots. Monique s'occupait de Sélim. Les voisins les trouvaient étranges, distants, mais rien de plus. Un voisin se souvient, c'était un couple bizarre. Ils ressemblaient plus à des frères et sœurs qu'à des époux. Ils ne parlaient pratiquement pas. Ils ne souriaient pas. C'était comme s'ils ne vivaient pas. En 1989, les Fourniret annoncent à leurs voisins qu'ils vont se marier. La cérémonie est austère, il n'y a presque pas d'invités. Un voisin demande « Tu n'as pas de frère? Tu n'as pas de sœur ?» Fourniret répond sèchement « Non, c'est comme ça. » Et il met fin à la conversation.
Peu après, la famille Fourniret emménage au château de Sautou, acheté en espèces, sans crédit, sans explication. Les voisins se demandent comment un homme qui travaille à peine peut-il acheter un château, mais personne ne cherche à en savoir plus. En 1990, la section antiterroriste de Paris et la police judiciaire de Reims commencent à s'intéresser à Fourniret, pas pour les meurtres, pour le terrorisme. Comment est-ce possible ? Parce que pendant son séjour en prison, Fourniret a partagé une cellule avec Jean-Pierre El Goualkesh, qui avait des liens présumés avec Action Directe, un groupe terroriste français d'extrême gauche. Les autorités soupçonnent que le château pourrait être un repère pour des terroristes. Elles mettent en place une surveillance discrète. En 1990, elles ordonnent une perquisition. Elles fouillent le château. Elles ne trouvent ni armes, ni explosifs, ni faux papiers. Mais dans le pavillon de chasse, elles découvrent des documents bancaires. Il y a d'importants mouvements d'argent, des actions, des obligations. Fourniret a beaucoup d'argent, et on ne sait pas d'où il vient. Mais comme il ne trouve rien en lien avec le terrorisme, il classe l'enquête. Fourniret doit payer un redressement fiscal de 43 000 €. Rien de plus. En 1992, la famille Fourniret quitte le château brutalement. Ils s'installent en Belgique, dans le village de Sarthe-Custine. Pourquoi la Belgique ? Parce que Fourniret sent que la police française commence à poser des questions. Et en Belgique, personne ne le connaît. Là-bas, il peut repartir de zéro. Les années passent. Fourniret continue de chasser, mais désormais seul. Monique ne participe plus directement aux enlèvements. Elle s'occupe de Sélim. Elle reste en retrait. Mais elle demeure complice. Elle sait. Elle se tait. Elle couvre. En mai 2000, à Charleville-Mézières, Céline Saison, 18 ans, disparaît. Elle sortait de son lycée après une épreuve de philosophie. Son père l'avait déposée en voiture. Elle devait finir à 18 heures. Quand elle n'est pas rentrée à 19 heures, la famille s'alarme. Le père retourne au lycée. Il ne trouve personne. Il appelle les hôpitaux. Rien. À 22 heures, ils se rendent au commissariat central de Charleville-Mézières. Et le policier leur répond, « Vous savez, elle est majeure. Elle a le droit de disparaître. Attendez 48 heures. » Ils attendent 48 heures. Puis, ils déclarent officiellement la disparition. 3 mois plus tard, le corps de Céline est retrouvé dans un bois en Belgique. Elle a été étranglée. Son père, Jean-Pierre Saison, se souviendra. Dès le début, je savais qu'elle était morte. Mais j'espérais me tromper. L'enquête n'avance pas. Aucun témoin. Aucune piste. Le dossier reste ouvert, mais sans réponse. Le 5 mai 2001, à Sedang, Manania Tompong Claisance disparaît. Une jeune Thaïlandaise qui vit avec sa mère et sa sœur depuis quelques années. Manania passe l'après-midi à la médiathèque, à faire ses devoirs. Elle doit rentrer à la maison à 16h30. Mais elle n'arrive pas. Sa mère sort immédiatement pour la chercher. Elle va à la médiathèque. On lui dit que Manania est partie à 16h30. Elle alerte la police sur le champ. La disparition de cette adolescente de 13 ans est prise au sérieux immédiatement. Manania n'a pas le profil d'une fugueuse. C'est une enfant parfaitement intégrée. Bonne élève, sans problèmes familiaux. Des affiches de recherche sont placardées dans toute la ville. On drague la Meuse. On ratisse les bois. Mais aucune trace. Les mois passent. Jusqu'au 1er mars 2002. 10 mois après la disparition de Manania. Ce jour-là, la police de Reims reçoit un appel de ses collègues belges. Un promeneur a trouvé un crâne dans la forêt de Neufchâteau, en Belgique, à environ 25 km de Sedan. Très vite, on confirme qu'il s'agit d'un crâne humain. Une recherche est lancée. On retrouve des effets personnels. Une montre très particulière, offerte par sa sœur pour son anniversaire. Une bague que son beau-père lui avait rapportée de Thaïlande. Un petit foulard. La mère de Manania les reconnaît immédiatement. Elle s'effondre.
c'est sa fille. Mais comment est-elle morte? Sur place, là où le corps a été retrouvé, il n'y a aucune trace. Aucun indice. Impossible de déterminer si elle a été tuée là, ou si son corps a été déposé après coup. La seule certitude, c'est que Manania a été assassinée, et que son corps a été abandonné dans une forêt de Belgique. En Belgique, le meurtre de Manania rappelle un autre crime similaire. 2 ans plus tôt, à seulement 30 km de Charleville-Mézières, une jeune femme avait été assassinée, Céline Saison. Son corps aussi avait été retrouvé en Belgique. Et si Manania et Céline avaient été les victimes du même tueur? 26 juin 2003. Ciney, Belgique. Un homme tente d'enlever une fille de 13 ans, prénommée Marie. Il lui demande une adresse, puis il la menace. Il la force à monter dans sa camionnette. Il l'attache pieds et mains. Il roule pendant plusieurs kilomètres à travers la campagne. Mais Marie, vive et courageuse, parvient à se libérer. Quand l'homme s'arrête à un feu rouge, Marie saute de la camionnette. Elle court. Une automobiliste la prend en charge. Elle l'emmène au commissariat et par hasard, sur la route, elle croise la camionnette du ravisseur. Marie la reconnaît. La conductrice note la plaque. Quelques heures plus tard, Michel Fourniret est arrêté. Marie l'identifie formellement. Fourniret reconnaît les faits, mais il jure qu'il n'avait pas l'intention de la violer. Pourtant, il apparaît immédiatement comme un homme dangereux. Pendant l'interrogatoire, Marie lui demande s'il travaille pour Marc Dutroux, le pédophile belge tristement célèbre. Fourniret répond « Non, je suis pire que Dutroux ». Les enquêteurs belges font immédiatement le lien avec les 2 jeunes Françaises assassinées, Céline et Manania. D'abord, leur disparition avait eu lieu en plein jour, comme la tentative d'enlèvement de Marie. Ensuite, leur corps avait été retrouvé en Belgique, près de l'endroit où Michel Fourniret a tenté d'enlever Marie. Le même jour, le domicile du couple Fourniret, à Sarthe-Custine, est perquisitionné. La camionnette de Michel Fourniret est inspectée minutieusement. Et les policiers belges font une découverte capitale. Ils trouvent un cheveu. Sans le bulbe, impossible d'établir un ADN nucléaire. Mais les experts constatent qu'il s'agit d'un cheveu de type asiatique. Et pas seulement asiatique. Une structure particulière, atypique même au sein de ce groupe. La rigueur scientifique des équipes de l'Institut national de criminalistique les empêche d'attribuer ce cheveu à une personne avec une certitude de 100%. Mais, au niveau morphologique, c'est exactement le même type de cheveux que les cheveux de référence de Manania Tompong. Tous ces éléments s'emboîtent parfaitement avec le scénario imaginé par les enquêteurs. Ils ne peuvent pas affirmer à 100% que Fourniret est l'auteur des disparitions. Mais beaucoup de choses jouent contre lui. Francis Nachbar, alors procureur à Charleville-Mézières, est immédiatement informé de l'arrestation de Fourniret. Depuis sa prise de fonction en janvier 2003, 6 mois plus tôt, Nachbar a été alerté sur l'importance de 2 dossiers criminels en cours, l'assassinat de Céline Saison et celui de Manania Tompong. Quand Fourniret est arrêté en Belgique, Nachbar demande immédiatement son dossier. Et il découvre un passé très lourd. Fourniret a des antécédents pour des infractions sexuelles. Mais ce n'est pas, à ce stade, un tueur connu. C'est un prédateur sexuel classique. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Les policiers commencent alors à mettre la pression sur le couple. Surtout sur Monique Olivier. Parce qu'ils sont convaincus que l'un et l'autre sont impliqués dans les meurtres de Céline et de Manania. Ils décident de ne pas les lâcher. Ils les convoquent le plus souvent possible. Ils les font parler de tout et de rien, avec une idée en tête. Quand on ment, quand on parle beaucoup, on finit par se contredire. Les policiers se concentrent particulièrement sur Monique Olivier. Ils se disent que, dans cette chaîne, le maillon faible, c'est probablement elle. Lui, il ferme les yeux. Il attend de longues secondes avant de répondre.
Elle ne ferme pas les yeux. Elle se penche en avant, les cheveux tombent sur le visage. La main tremble. Ce n'est pas un comportement normal. Mais Monique Olivier se tait. Les policiers tentent 1000 méthodes. Détecteurs de mensonges, hypnose, convocation sous des prétextes variés. En vain, elle ne lâche rien. Alors, les policiers franchissent une étape de plus. Ils installent des micros dans les parloirs intimes de la prison de Dinan, ce que les Belges appellent les VHS, des visites hors surveillance. Monique Olivier rend régulièrement visite à Michel Fourniret, alors détenu. Et ses écoutes leur apprennent énormément. Ils comprennent très vite qu'il y a une autre Monique Olivier quand elle parle à son mari, différente de celle qu'ils ont en face d'eux. Avec eux, elle parle d'une voix douce, enveloppante, tremblante. Mais avec son mari, elle est directe, nette, claire. Ils se rendent compte qu'ils mettent au point de véritables stratégies de défense. Si on nous interroge sur tel sujet, il faut répondre ceci. Moi, je vais dire cela. Ils voient une complicité évidente entre eux. Et à un moment, lors de cette première VHS, elle évoque le fait qu'elle pourrait, elle aussi, se retrouver en prison. Évidemment, ça les intéresse, mais ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne peuvent pas reprendre ce point frontalement. Pour eux, c'est une confirmation de plus. Les mois passent. Fourniret et Monique Olivier sont interrogés des dizaines de fois. Au total, il y aura 230 auditions pour les deux, mais ils ne parlent toujours pas. Jusqu'au 22 juin 2004. Ce jour-là, Monique Olivier est convoquée, encore une fois, au commissariat. Sur le bureau du commissaire Fagnart, il y a un journal. En une. La condamnation de l'épouse du pédophile belge Marc Dutroux à 30 ans de réclusion criminelle. Et peut-être que quelque chose bascule ce jour-là. Monique est entendue toute la matinée. Et en fin de matinée, elle finit par lâcher. Il parlait de saison et de tampong. Puis elle ajoute « Mais je ne sais pas grand-chose. Les enquêteurs se contiennent, ne montrent rien. Ils n'insistent pas. Ils la laissent raconter ce qu'elle veut, sans la brusquer, sans risquer qu'elle se referme. Ils la laissent parler. » À ce moment-là, ils l'orientent à peine, très doucement, sur la question des cheveux. Et là, elle désigne son mari. Il a enlevé et tué Céline Saison. Puis elle donne des détails que seule une personne directement impliquée peut connaître. Elle parle du cartable de Céline Saison, en disant qu'il y avait notamment un bon de photos d'un voyage scolaire à New York. Cette fois, c'est une percée majeure. Ils ont des éléments presque matériels. Elle décrit le contenu du sac de Céline Saison. Monique Olivier explique qu'elle n'avait pas parlé plus tôt parce qu'elle avait peur d'être considérée comme complice de Fourniret. Les enquêteurs de la PG de Reims sont avertis immédiatement. Les policiers français et belges se préparent à une très longue nuit, et ils sont loin d'être au bout de leur surprise. Ce sont 4 enquêteurs, français et belges, qui l'entendent, et elle va d'abord nier avoir tenu ses propos. Ça va durer 30 secondes, puis elle va s'expliquer. Et en une trentaine de minutes, elle va impliquer Fourniret dans 6 meurtres. Ils vont rester sidérés, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Bien sûr, ils se disaient « Manania », ils avaient toutes les raisons d'y croire, mais elle va leur parler d'Isabelle Laville, à Auxerre. Isabelle Laville, l'adolescente de 17 ans dont la disparition, en 1997, avait bouleversé tout Auxerre et le club de l'AG Auxerre avant que le dossier ne soit classé au bout de 6 semaines par le procureur de la République. Puis elle cite aussi Elisabeth Brichet. Elisabeth Brichet, c'est une surprise totale. Cet enfant de 12 ans a disparu à Namur en 1949. Depuis, les policiers n'avaient aucune piste. On avait même envisagé qu'elle ait été victime de Marc Dutroux. Son nom avait été associé à la Grande Marche Blanche de 1996 à Bruxelles.
Monique Olivier cite aussi le nom de Jeanne-Marie Desrameaux, une jeune femme de 20 ans disparue elle aussi en 1989 à la gare de Charleville-Mézières, et puis celui d'une certaine Farida. Et elle ne s'arrête pas là. Et en une dizaine de minutes, elle donne encore 3 meurtres supplémentaires dans lesquels Fourniret est impliqué. Là, ils commencent vraiment à se demander où ils mettent les pieds, tellement ça paraît énorme. Elle leur parle de Natacha Daney, de Fabienne Leroy, et Monique Olivier évoque aussi une mystérieuse nourrice qui aurait gardé Sélim et dont elle dresse un portrait robot. À ce stade, c'est presque automatique de se demander si elle n'invente pas, tant ça devient colossal. 9 meurtres à ce moment-là. Le lendemain, Fourniret est extrait de sa prison et placé de nouveau en garde à vue. Il nie tout. Mais quand on lui met sous les yeux les déclarations de Monique Olivier, d'une précision et d'un niveau de détail troublant, il s'effondre. Il avoue. Il reconnaît 8 meurtres. 3 juillet 2004. 2 jours après ses aveux, Michel Fourniret est remis aux autorités françaises pour les aider à retrouver, sur la propriété de Sautou, les corps de Jeanne-Marie Desrameaux et d'Elisabeth Brichet, disparus 15 ans plus tôt. Le château est encerclé par des gendarmes qui maintiennent la presse à distance, parce que des journalistes du monde entier ont fait le déplacement. Certaines chaînes de télévision ont même loué des hélicoptères. Fourniret annonce au magistrat qu'il est prêt à collaborer. En clair, qu'il est prêt à les guider sur ces 13 hectares de bois. Il donne des indications quasi millimétrées, parce qu'il a une vocation d'architecte. Il fait des croquis, des plans, des coupes, etc. Et il dit, c'est là, à 20 cm de ça. À ce niveau-là, on se dit une chose. Soit il est d'une précision telle que c'est vrai, soit c'est un mensonge. Mais notez, Michel Fourniret indique aux policiers l'endroit où il aurait enterré les corps. Les fouilles commencent selon les indications de Michel Fourniret, qui pour l'instant coopère. Il y aura probablement au moins 2 zones à creuser. Fourniret affirme qu'il a enterré Jeanne-Marie dans l'allée du château et Elisabeth derrière le pavillon de chasse. Mais après plus de 8 heures de fouilles, ils n'ont toujours rien trouvé. On creuse, et ça dure une bonne partie de la journée. Le trou devient immense, et toujours rien. On se rappelle alors cette phrase, on lui dit « Mais, monsieur Fourniret, on a creusé, vous nous avez indiqué l'endroit, on ne trouve pas. » Et lui répond « Vous devriez mieux chercher. » À ce moment-là, ça donne envie d'exploser. Après 8 heures de terrassement, Michel Fourniret joue avec les nerfs des magistrats. Et à un moment, il se disait, il se moque de nous. Elle n'est pas là. Elle n'est pas à l'endroit qu'il a indiqué. Il s'apprête à le ramener en Belgique pour reprendre des auditions beaucoup plus précises. Et là, il insiste. Non, non. Écoutez, je vous assure qu'elle est là. Je vous le garantis. Creusez-la. Il est au bord du trou, juste à côté des gendarmes. Il pointe encore. Essayez-la. Encore là. Et l'opérateur de l'appel mécanique, qui travaille presque sous ses ordres, obéit. Et puis, à un moment, on voit apparaître la manche du vêtement qu'Elisabeth portait au moment de sa disparition, un détail que tous les enquêteurs ont en tête, un anorak mauve. Le premier morceau qui ressort, c'est ce tissu. Et là, ils comprennent qu'ils y sont. Qu'Elisabeth est bien là. Le corps d'Elisabeth était enterré à presque 3 mètres de profondeur. Dans la poche de son anorak, il y a encore sa carte d'identité et son agenda de collégienne. Madame a fondu en larmes, et vous pouvez imaginer à quel point l'émotion est immense. Monsieur Brichet aussi. Ils viennent d'apprendre la nouvelle. Je voulais qu'ils l'apprennent par nous, par l'autorité judiciaire.
et non par la presse, évidemment, pour des raisons humaines que vous comprendrez. Et je crois que pour eux, c'est la fin d'un long calvaire. Je crois qu'ils vont maintenant vouloir pouvoir enterrer leur fille dans les meilleures conditions, et j'espère aussi dans la discrétion qu'on ne manquera pas de leur laisser. Dans l'allée du château, les engins ont dégagé un autre corps. C'est celui de Jeanne-Marie Desrameaux. Elle est identifiée grâce à la robe grise qu'elle portait le jour de sa disparition. Sa tête est recouverte d'un sac plastique. Son nez et sa bouche portent la trace de ruban adhésif. Jeanne-Marie est probablement morte asphyxiée. Le soir, les deux corps sont transportés à l'Institut médico-légal. À cet instant, l'enquête vient de franchir un cap. Ils ont la preuve que les aveux sont exacts. Désormais, ils peuvent fouiller partout, dans tous les sens. Michel Fourniret est mis en examen par la justice belge pour 8 meurtres. Il va maintenant devoir s'expliquer sur les circonstances exactes de chacun d'eux. Les policiers se découvrent alors un homme qui disait « aimer partir à la chasse ». C'est son expression, la chasse aux vierges. Équipé de lunettes spéciales censées l'empêcher de s'échapper, Michel Fourniret est régulièrement présenté aux enquêteurs belges et français. Il leur décrit sa méthode, cette chasse aux vierges. Comment il repérait d'abord les filles dans la rue. En avril 2001, par exemple, il remarque Manania dans les rues de Sedan, 2 semaines avant de la tuer. Il va raconter, expliquer qu'un jour, auparavant, il se rend à Sedan et repère cet enfant qu'il parvient à faire monter dans sa camionnette. Il le raconte, le détail précis, on ne le connaît pas, mais il réussit à la faire monter. Il roule ensuite dans la région de Sedan. Et ce jour-là, ce n'était pas le bon jour. Il la redépose chez elle. Dans la semaine qui suit, il en parle régulièrement. Pendant 15 jours, c'est son plaisir. Il parle de cette petite Asiatique qu'il va aller chercher. Après avoir mis Manania en confiance, Fourniret revient à la médiathèque 2 semaines plus tard. Sur le parking dans sa camionnette blanche, il attend sa proie pendant des heures. Il sait qu'elle est à la médiathèque. Il attend. Il expliquera d'ailleurs que, dans ces moments-là, le temps n'est pas un problème. Le chasseur sait attendre. Il attend. Et quand elle sort de la médiathèque, il s'arrange pour se trouver sur son chemin. Elle le connaît. Il l'invite à monter dans son véhicule. Elle monte assez facilement. Et puis, peu à peu, le scénario bascule dans l'horreur. Michel Fourniret conduit ensuite Manania vers la Belgique par de petites routes de campagne. Après la frontière, il s'arrête près de la forêt de Neufchâteau. C'est là que le corps de Manania sera retrouvé plus tard. Il explique alors calmement à la fillette qu'ils vont avoir une relation sexuelle. De toute façon, nous allons avoir une relation sexuelle. Si tu me demandes de te faire l'amour, ce ne sera pas un viol. Je ne prendrai donc aucun risque. Je pourrai alors te libérer. Tu devrais donc me demander de te faire l'amour. Apparemment, la fillette se rebelle. Elle dit qu'elle ne veut plus. Et là, il nous explique qu'il dit « Nous avions conclu un contrat. » Et là, elle ne respectait plus le contrat. Elle me demandait si je voulais lui faire l'amour. Et puis là, elle se rebellait et il dit « Je l'ai étranglée. » Au cours de ces interrogatoires, Michel Fourniret ne lésine pas sur les détails morbides. Il nous parle des yeux des victimes avant qu'ils ne se ferment définitivement. Et à chaque fois, il nous raconte la même chose, c'est-à-dire qu'il lit la surprise, la déception dans les yeux des victimes. Il ne nous parle jamais de la terreur. Et nous imaginons ce qu'il y a dans les yeux de ces pauvres filles. Et lorsqu'il est interrogé par les psychiatres, Fourniret semble même revivre ses meurtres. Il était inépuisable, et tellement inépuisable que c'en était insupportable. Il fallait vraiment l'aimer pour rester dans la cellule avec lui. S'il expliquait quelque chose, bon, ça aurait un certain intérêt, mais il n'explique pas. Il vous fait voir ses crimes. Et puis cette répétition, même dans le contact d'un dialogue. Dans l'interview, cette répétition montre qu'il continue d'être le tueur en série. Et rien que cela. Francis Nachbar, vous avez mené et assisté à des dizaines d'interrogatoires de Fourniret.
Comment faites-vous pour ne pas vous laisser entraîner dans la tête de ce tueur en série? Comment vous organisez-vous pour lui faire face? C'est une vraie question. Une question qui n'est pas du tout facile. Pas du tout facile à résoudre. Vous savez, pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'ai eu un très bon contact avec Fourniret. Quand je dis cela, j'ai presque honte de le dire. Je me suis déguisé, j'ai fait de faux compromis et j'ai énormément pris sur moi parce que j'en avais besoin. Parce que j'avais une obsession. C'était de retrouver le corps de ces 3 filles que nous n'avions pas retrouvées. Alors j'ai décidé, effectivement, de serrer la main de Fourniret chaque fois que je le voyais, de prendre un café avec lui. Il était très flatté qu'un procureur de la République puisse le traiter d'égal à égal. Et j'ai pris énormément sur moi. Et il y a une phrase qui m'a marqué, qui continue de me marquer, de Fourniret. Il m'a dit: « Vous savez, monsieur le procureur, dans ce procès, il parlait de son procès, de lui, à venir. Personne n'en sortira indemne. Personne, pas même vous, monsieur le procureur de la République. » Et c'est tout à fait vrai, car il y a une telle perversité et une telle finesse dans la perversité, dans la manipulation, que c'en est extrêmement pénible. Les enquêteurs s'interrogent également sur le rôle exact de l'épouse du tueur en série. Monique Olivier a dénoncé son mari la semaine dernière, mais au fil de l'enquête, il apparaît qu'elle savait tout et qu'elle aurait même participé à certains enlèvements. À Dinan, c'est Monique Olivier qui est désormais au centre des investigations. Interrogée par les enquêteurs, elle reconnaît qu'elle était avec son mari lors de plusieurs enlèvements, et notamment celui d'Isabelle Laville à Auxerre en 1987. C'est elle qui aurait fait monter la jeune fille à la sortie du collège, en prétextant s'être perdue. Elle a servi d'appât pour le compte de Michel Fourniret. C'est elle qui enlève Isabelle Laville. Elle est seule au volant. Fourniret fait semblant de faire du stop, comme prévu dans leur scénario. Elle s'arrête à hauteur d'Isabelle Laville. Elle parvient à la faire monter. Puis, quelques dizaines de mètres plus loin, elle simule un autre arrêt. Elle ramasse Fourniret en autostop. Il est là, à attendre, avec un bidon vide à la main. Et quand il monte, le piège se referme sur Isabelle. Le couple l'emmène ensuite à la maison de Saint-Cyr-les-Colons. Là, ils avaient prévu un scénario d'une perversité glaçante. Ils vont rejouer, avec Isabelle, le dépucelage de Monique Olivier, 20 ans plus tôt, parce que c'est pour sa ressemblance avec Monique Olivier jeune qu'Isabelle Laville a été choisie. Ce moment-là, Fourniret l'attendait depuis des mois. Les enquêteurs découvrent qu'en prison, Fourniret avait déjà exposé à Monique Olivier ses projets criminels. Dans une de ses lettres à Natouchka, il décrit son programme pour la sortie. Vivre en aventurier. Le plaisir du risque. L'enlèvement. Quand on lit cette correspondance, on voit que l'avenir est écrit avant même qu'il sorte. Elle sait très bien qu'il est question d'enlèvement, d'une vie de violence, de vol, de meurtre. Tout est là, noir sur blanc, dans leurs lettres. Fourniret, incarcéré pour agression sexuelle, reste obsédé par la virginité. Et Monique Olivier le savait. Si l'idée d'un dépucelage revient de temps en temps, ma fleur, je t'en parlerai librement. Je n'entreprendrai rien sans en parler. Et elle répond, mon cher Kahn, je te seconde, en toute. Elle s'engage donc à être son bras droit, sa coéquipière. Dans une de ses lettres, Monique Olivier lui écrit « Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres. » En échange, Michel Fourniret lui promet de liquider 3 hommes, ses 2 anciens compagnons et celui qui lui avait pris sa virginité. Ce qui est très particulier, c'est que Michel Fourniret devient tueur en série avant même de passer à l'acte. Il devient tueur en série par correspondance. Et ça, il faut le dire, ça a sidéré tout le monde. Bien avant sa sortie, bien avant la relation physique, bien avant les crimes, il se décrit déjà comme un futur tueur en série. Et il se présente avec elle comme un duo.
un couple de tueurs. Les deux amants ont conclu un pacte criminel. Mais ils n'iront pas jusqu'au bout de cette partie-là. Ils ne tueront pas les ex de Monique Olivier. En revanche, 6 semaines après la libération de Michel Fourniret, en octobre 1987, le couple enlève Isabelle Laville. Les Fourniret passent à travers les mailles du filet parce que le parquet d'Auxerre classe l'affaire très vite. Le crime d'Isabelle est le premier crime du duo Fourniret-Olivier. Et ça a, je pense, fait naître chez eux un sentiment d'impunité, l'idée qu'ils pouvaient aller au bout de leur toute-puissance, faire ce qu'ils voulaient, puisque ce premier crime restait impuni. Alors même que c'était sans doute celui qui aurait permis de les identifier le plus facilement. 27 mars 2008. Charleville-Mézières. Le procès de Michel Fourniret et Monique Olivier s'ouvre. 400 journalistes du monde entier couvrent l'audience. Fourniret arrive dans le box. Il refuse de parler. Il pose une pancarte devant lui. 108 lois. Bouche cousue. Article 108. Bouche cousue. C'est sa dernière manipulation. Il veut qu'on le supplie de parler. Mais les familles ne cèdent pas. Jean-Pierre Saison, le père de Céline, le fixe et lui dit « À travers mes yeux, vous verrez peut-être le regard de Céline. » Fourniret baisse les yeux. Mais Jean-Pierre insiste. Ne baissez pas les yeux. Regardez-moi. Quelques jours plus tard, sous la pression de ses propres enfants, Fourniret finit par parler. Et il le fait avec un cynisme glaçant. Il dit « Je partais à la chasse, comme un braconnier. Je ne savais pas si je ramènerais un faisan ou un lapin. Les familles quittent la salle, écœurées. Monique Olivier, elle, se présente comme une victime. Elle dit qu'elle avait peur de Fourniret, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Elle a aidé dans tous les enlèvements. Elle a lavé les victimes. Elle les a préparées pour les viols. Et pendant qu'Elisabeth Brichet suppliait toute la nuit, Monique dormait dans la pièce d'à côté. 28 mai 2008. Le verdict tombe. Michel Fourniret. Réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Monique Olivier. Réclusion criminelle à perpétuité avec 28 ans de période de sûreté. Fourniret est mort en prison le 10 mai 2021 à 69 ans. Il a emporté ses secrets dans la tombe. Monique Olivier est toujours en vie. En 2032, elle pourra demander une libération conditionnelle. Elle aura 84 ans. Son fils Selim a changé de nom. Il vit dans le sud de la France avec ses 2 demi-frères aînés. Le corps d'Estelle Mouzin, disparu en 2003 à 9 ans, n'a jamais été retrouvé. En 2020, Fourniret a avoué l'avoir tué, mais il n'a jamais dit où se trouvait son corps. Aujourd'hui, les forêts des Ardennes se taisent. Mais sous la terre, il y a peut-être encore des tombes à découvrir. Peut-être encore des victimes sans nom, parce que Michel Fourniret n'a jamais tout dit. Merci d'avoir écouté. Pense à t'abonner et à soutenir notre contenu avec une adhésion à 2,99 €. À très vite dans la prochaine vidéo.